C'était le 6 avril dernier, un bateau espion iranien est attaqué au large de la mer Érythrée. Quelques jours plus tard, un conduit électrique explose dans la centrale nucléaire de Natanz. À chaque fois, c'est Israël qui est pointé du doigt, notamment par la presse américaine, citant des sources israéliennes. Est-ce que c'est la fin de la politique d'ambiguïté? Nous en parlons avec vous, Ronen Manelis, ancien porte-parole de l'armée israélienne, général de brigade de réserve. Est-ce que Israël en a fini avec la politique d'ambiguïté? Bonjour à vous et aux téléspectateurs, merci de votre invitation. Il faut expliquer ce qu'est cette politique d'ambiguïté. C'est un outil à votre disposition que vous pouvez ou pas utiliser. Vous souhaitez parfois raconter, faire en sorte que l'autre camp comprenne que vous avez des renseignements sur lui. Vous souhaitez qu'il ait peur, qu'il agisse différemment. Et parfois, vous voulez que personne ne sache. Il y a quelque chose de particulier au Proche-Orient. À chaque fois qu'il y a un incident, c'est Israël qui est pointé du doigt. Qu'Israël soit responsable ou pas d'ailleurs. Vous avez donc un choix à faire. Est-ce que vous souhaitez garder le secret, cette fameuse politique d'ambiguïté? Un exemple, si Israël a été attaqué, il n'y a aucune raison d'être ambigu. Il faut juste envoyer un message clair à l'ennemi pour dire « il ne faut pas recommencer ». Mais en même temps, c'est une question de jugement. Même quand vous faites des représailles, vous ne voulez pas qu'on sache que c'est vous. En même temps, est-ce que le fait même de citer le New York Times et citer des sources israéliennes, est-ce que ce n'est pas aussi titiller un petit peu dans leur orgueil les Iraniens? Est-ce que ce n'est pas une preuve que finalement, dans le nouveau Proche-Orient, Israël peut tout se permettre? J'espère que ce n'est pas le cas. Moi, je suis inquiet comme vous, parce qu'on dit après les derniers incidents survenus en Iran qu'Israël est responsable. Et je précise que je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est le résultat de fuites dans la presse qui n'existaient pas dans le passé. Si ces fuites étaient planifiées et pensées à l'avance, c'est parfait. Mais je ne suis pas certain que cela ait été le cas. Pourquoi? Parce qu'il faut établir une stratégie. À partir du moment où vous jugez qu'il n'y a plus besoin de politique d'ambiguïté, il vous faut une stratégie opérationnelle et une stratégie de communication en parallèle. La presse et la communication font partie des composantes de l'opération en elle-même, avant, pendant et après l'opération. Et là, revenons à ce qui s'est passé en Iran, je ne suis pas certain de savoir ce qu'Israël a à gagner avec ces fuites. Ça veut dire qu'il n'y a personne au gouvernail, selon vous? Vous avez un premier ministre, un ministre de la Défense, un chef d'état-major, un chef du Shabak et du Mossad. Ce sont des professionnels. Mais du point de vue de la presse et du porte-parole, il y a aujourd'hui un problème en Israël. Cela fait 2 ans qu'il n'y a personne à la tête de ce département. Et même lorsqu'il y avait un chef, son rôle était remis en question sur ses capacités à imposer une stratégie de communication claire. Ce qui est particulier, c'est que l'appareil sécuritaire israélien a des capacités incroyables. Armée, Shabak, Mossad. Aucun autre pays au monde n'a de telles organisations. Mais face à un nouveau monde, où le digital, les réseaux sociaux et la presse occupent une place prépondérante, il faut prendre en compte ces domaines au cœur de la stratégie d'opération de Tsahal. Et là, je suis honnête, je suis très préoccupé. J'aimerais rappeler un événement qui s'est déroulé pendant que vous étiez porte-parole de l'armée, où l'armée israélienne a déguisé une poupée en faux blessé pour dire à Hassan Nasrallah qu'il avait touché, en tout cas que ces hommes avaient blessé des hommes. Pourquoi vous recommuniquez sur les faits après, justement? Bonne question. On vit dans une démocratie. Et malgré le fait qu'il y ait tous les jours des discussions sur les menaces sécuritaires, on pourrait en parler pendant des heures et pas en quelques minutes. Israël reste une démocratie. Je le répète, malgré toutes ces menaces et ces débats sécuritaires menés par l'état-major politique et sécuritaire. Il y a certes une censure d'un côté, mais il y a aussi des règles. À partir du moment où les Israéliens ont vu l'une des plus grandes opérations de tromperie de l'ennemi, où Hassan Nasrallah lui-même ne savait pas ou ne comprenait pas ce qui se passait en Israël, et que ces Israéliens commençaient à se poser des questions sur ces images et sur l'incident, on ne pouvait pas dire aux citoyens « on ne vous raconte pas », parce que c'est une tromperie de l'ennemi. On doit aussi des comptes au grand public. La base du travail de l'armée et de son service de porte-parole est la confiance qui existe entre le grand public et l'armée. Voilà pourquoi nous avons été obligés de raconter qu'il s'agissait d'une opération qui comprenait des stratagèmes contre l'ennemi. Ronen Manelis, pour être honnête, on se connaît bien, et ce n'est pas la première fois qu'on se parle parce qu'on s'est beaucoup côtoyé sur le terrain dans plusieurs événements. C'est vrai, bien évidemment, que l'armée a intérêt à diffuser telle ou telle information et à proposer telle ou telle information à un journaliste. Est-ce qu'il y a une préférence selon vous ou pas, ou alors tout le monde est dans le même panier et vous choisissez véritablement de diffuser ce que vous voulez?
C'est une autre question. Il faut dire que les services du porte-parole de l'armée est une des composantes de la stratégie de communication nationale pour servir les intérêts sécuritaires du pays. Je ne parle pas de tel ou tel reportage, mais d'une mission globale, servir les intérêts sécuritaires de l'État d'Israël. Ce porte-parole travaille en 3 temps. D'abord des plateformes de communication sur la toile, Twitter, Facebook, Instagram, y compris en français. Ensuite, il y a tous ces communiqués que nous envoyons aux journalistes sécuritaires comme vous. Dans un 3e temps, c'est exact, on donne certaines informations à certains médias. Est-ce qu'il y a une volonté de diffuser certaines informations à des moments particuliers pour permettre justement à un certain public d'en savoir plus sur une histoire particulière ? Il faut comprendre qu'il y a une stratégie derrière cela. Et vous ciblez votre communication à des publics en particulier. Vous souhaitez parfois que l'étranger soit au courant de vos actions, que le monde arabe et certains pays ennemis sachent ce que vous faites. Et puis n'oubliez pas que nous parlons aussi au public israélien. Un incident a eu lieu et il faut que tout le monde sache ce qui s'est passé. Mais parfois il faut cibler. Vous voulez que Hassan Nasrallah sache? Vous voulez que d'autres ennemis sachent? Vous disposez pour cela de plusieurs méthodologies grâce aux différentes plateformes de communication dont je viens de parler. Le plus important, c'est de savoir qu'en 2021, avec le nombre de réseaux sociaux, de fake news, de médias, on ne peut pas se permettre de dire que la presse doit être mise de côté. Les médias font partie de cette stratégie opérationnelle. Et si vous savez bien l'utiliser, vous pouvez obtenir des réussites opérationnelles bien plus importantes que le succès des missions en elles-mêmes menées par Israël. Merci beaucoup, Ronen Manelis, d'avoir été mon invité, ancien porte-parole de l'armée israélienne et général de brigade de réserve. Juste une petite question en un mot, oui ou non. Est-ce qu'il y a une vie après l'armée israélienne ? Bien sûr. Merci. Merci beaucoup.